Nous sommes le 26 décembre 1994. Depuis 2 jours, la France assiste impuissante à une prise d'otage sanglante qui se déroule sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. 4 terroristes du GIA ont pris le contrôle d'un Airbus A300 d'Air France avec 241 personnes à bord qui devait relier Paris le 24 décembre. Après plusieurs heures de négociations, l'avion décolle pour la capitale française mais s'arrête à Marseille pour un ravitaillement en carburant. C'est à ce moment-là que le GIGN va intervenir pour mettre fin à ce détournement. Et on revient sur cet événement avec mon invité, c'est Thierry Pringnaud. Bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes un ancien membre du GIGN. Vous serez en première ligne ce 26 décembre 1994, puisque vous serez le premier à entrer dans cet avion. On va peut-être d'abord revenir sur les heures qui ont précédé votre intervention. À quel moment vous êtes appelé pour préparer cette opération? Vous étiez en permission de Noël, il faut vous rappeler qu'on était en pleine fête. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, moi, je revenais de Suisse avec mon ami, je me souviens à l'époque. Et j'ai entendu à la radio, prise d'otage, Alger, machin. Bon, je me suis dit, ça va peut-être se régler par la négo, comme ça se fait habituellement. Et en rentrant à Versailles, comme on fait tous, en permission, on va à la permanence de la caserne du groupe. Et là, je tombe sur le gars qui montait à la permanence, qui me dit, prépare-toi, prépare tes gars, on a récupéré tous les permissionnaires comme toi. Vous attendez et ça risque de partir. Donc ça, c'était en milieu d'après-midi. Donc vous acceptez la mission tout de suite. Il est décidé assez vite que vous serez en première ligne. Ah non, pas du tout. Ça s'est fait après sur place à Marignane, ça. Et pourquoi vous êtes le premier à être envoyé? C'est une question d'ancienneté? C'est la logique? Parce que je suis plus ancien et que voilà. Après, il y a la fonction qui prime sur le grade, comme le commandant Favier, par exemple, que j'avais dans mon groupe. Je l'ai mis 6e parce que je ne pouvais pas le mettre devant. Par contre, c'est lui qui donne le top action. Quand l'appareil se pose à Marseille, quelle est la stratégie qui est décidée? Quel est le plan d'attaque? Il n'y a pas de plan d'attaque. Pour l'instant, il n'y a pas de schéma tactique de fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on m'a rappelé que mon groupe, moi, il était minuit, à Satori, on m'a dit, tu t'en vas, tu prends un Villa Coublé, tu prends le Transal, direction Marseille. On est arrivé, 3h du matin, et l'Airbus est arrivé en même temps que nous. Donc on a même été obligé de se cacher parce qu'ils sont arrivés en même temps que nous. Et alors, donc là, il n'y a aucun schéma tactique de prévu encore à ce moment-là. Et pourtant, on a lu après dans des papiers qui ont suivi qu'il y avait un entraînement sur un avion similaire. Ça, c'est le matin. Ouais. Ça, je parle de 3h30 quand ils sont arrivés. Nous, après, on s'est entraînés, effectivement. Les autres équipes qui étaient arrivées avant, qui étaient à Palma de Majorque, s'étaient également entraînées dessus, à l'arrière, ceux de l'arrière. Et nous, on s'est entraînés le matin, effectivement, avec mon groupe, le groupe qu'on voit sur la vidéo, là. Ouais. Sachant que dans une telle opération, il y a clairement une part d'improvisation, vous l'avez un peu dit, comment on se prépare psychologiquement à une telle opération? Psychologiquement, c'est assez dur à raconter le ressenti. Bon, je sais que moi, personnellement, je vaquais. En tant que chef, j'aime bien aller voir un peu ce qui se passe. Donc j'allais voir au PC Crise, j'allais discuter avec nos secrétaires qui prenaient tous les renseignements. Et puis je revenais voir les gars, vérifier le matériel et ainsi de suite. Et puis essayer de travailler le schéma tactique, cette fois-là. On en avait relevé 2. Donc un qui était impossible sur le tarmac. Et le deuxième qu'on a utilisé à 17h. Pour vous laisser préparer l'intervention, les autorités vont essayer de gagner du temps. Elles vont convaincre notamment les terroristes d'organiser une conférence de presse à Marseille plutôt qu'à Paris. D'autant qu'on apprend relativement vite que les terroristes en fait, ont l'intention de commettre un attentat kamikaze avec l'avion, puisqu'a priori ils exigent un ravitaillement en carburant de 27 tonnes, alors qu'il suffisait de 8 tonnes pour arriver à Paris. Il est finalement 17h12. C'est ça, lorsque le chef d'escadron, Denis Favier, donne le top. Racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là, quand il donne le top. Il y a plein de choses qui se sont passées avant. On s'est entraîné sur l'avion, on attendait. Le Denis Favier, le commandant, faisait la liaison entre le PC crise et la cellule de crise. Et juste avant 17h, l'avion s'était déplacé sur la tour de contrôle. Là, on a compris ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient demandé du pétrole alors qu'ils avaient largement de quoi rejoindre Paris. Ils ont demandé le double. Donc on a compris tout de suite ce qu'ils voulaient faire. Donc le tarmac a été bloqué par les camions de pompiers. Le ravitaillement ne s'est pas fait. Ils ont prétexté que les gars avaient la trouille, ils ne voulaient pas, ils n'osaient pas. Hein. Et là, d'initiative, nous on a entendu, je me souviens encore, nos tireurs qui étaient en place sur le tarmac annonçaient un réacteur en route, 2 réacteurs en route, l'avion bouge. Il est venu se placer dans notre dispositif sous la tour de contrôle pour faire exploser l'avion sous la tour de contrôle. Donc l'avion était piégé, on l'a su après. Et quand vous entrez dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un petit peu rapide, il y a plein de choses qui se passent avant. Déjà, on reçoit l'ordre de Denis Favier
ou de plus haut. Aux prochaines exactions, on donne l'assaut. Donc on était tous prêts, nos passerelles étaient prêtes. Et là, on entend des coups de feu. Mais d'où on était, on ne voyait pas ce que c'était. En fait, c'est les terroristes qui avaient ouvert toutes les portes de l'avion. Alors, ils ont commencé à gauche, mais on ne la voyait pas. Ils ont rafalé sur la tour de contrôle, ils ont fait le tour. Et là, on a eu le top action. Et pile poil où il fallait, le moment opportun qu'il fallait bien. On était sur nos passerelles. On arrive et là, on a compris que c'était les terroristes qui ouvraient les portes parce qu'ils nous ont tiré dessus aussi. Donc, comme nos passerelles étaient bonnes, ils ne nous voyaient pas, mais ils voyaient simplement les passerelles arriver. Et là, ils ont refermé la porte derrière eux. Pendant que vous agissez, les passagers vont être évacués, eux, par l'arrière de l'appareil. Tous décrivent une scène de guerre, une scène qui va durer 16 minutes. On a parlé de 1000 à 1500 coups de feu échangés. Vous avez un souvenir très précis de ces instants? J'ai un souvenir, oui, quand je me suis retrouvé par terre, allongé, que je ne pouvais plus bouger, que le dernier terroriste me tirait dessus. J'attendais. Et en fait, j'ai compris après, on me l'a expliqué, c'est que les collègues de l'arrière de l'avion étaient beaucoup plus loin. Donc il fallait qu'ils fassent le tour de l'avion et ils avaient 15 secondes de retard. Mais 15 secondes, c'est énorme. Et là, quand les copains sont arrivés, bon, ce que disent les gens, ils ont entendu, ils ont vu des balles traçantes, j'ai entendu aussi. Non, c'est simplement des lasers, des lasers que les gendarmes avaient sur les armes. Et là, les copains de l'arrière sont arrivés, et ça a tiré pas mal. Ouais. Au total, ce sont 10 gendarmes qui sortiront blessés de cette opération, dont vous. Tous les otages sont saufs, les terroristes sont neutralisés. L'opération est une réussite, c'est ce que vous diriez, vous aussi? Oui. Malgré votre blessure? Ah oui, tout à fait, oui. 173 passagers libérés, sains et saufs, Vous vous êtes senti fier? Oui, très fier, ouais. Pas sur le coup, parce que je ne savais pas du tout le résultat. Moi, j'étais à l'hôpital, j'ai su le lendemain ou le surlendemain. Aucun blessé, sauf le pilote, Bernard, qui a une éraflure sur la fesse et sur le bras. Et puis Jean-Paul, qui saute, qui se fait mal d'ailleurs. Et après, voilà, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours et les semaines qui ont suivi pour vous? Il y a eu 3 mois d'hôpital? Ouais. 19 anesthésie générale? Ouais. On a voulu m'amputer 2 fois. 19 anesthésie générale, une tous les 2 jours. C'était un petit peu l'enfer. Et plein de gens qui venaient me voir, c'est sympathique, mais c'était que du protocole. Je savais qu'après tout ça, ça serait... Des officiels, vous voulez dire? Oui, c'est ça, ouais. Bon. Et puis moi, j'avais pas envie de les voir parce que j'étais shooté complètement, puis j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Mais bon, c'est le protocole. Vous diriez que vous avez été oublié ensuite, qu'on vous a laissé un peu seul à vos blessures psychologiques, parce qu'il y a les blessures physiques, mais il y a aussi les blessures psychologiques? On est entouré au début, oui, parce que, comme je vous dis, c'est le protocole. Donc, les autorités, les ministres, les généraux passent vous voir toute la journée. C'est un va-et-vient incessant. Et puis, quand tout ça est fini, vous rentrez chez vous. Et puis voilà. Si, il y a les collègues qui viennent vous voir. C'est un petit peu normal. La gendarmerie a même refusé de vous donner votre grade de major. Ouais. Pourquoi, d'après vous? Aucune idée. On a prétexté que j'avais eu assez de récompenses. Donc, voilà. Donc ça m'a profondément blessé. Ouais. Ça m'a profondément blessé. J'ai eu l'impression de ne pas avoir fait mon travail correctement. Déjà que psychologiquement, j'étais mal parce que je savais que pour moi, la carrière au GIGN était terminée et que j'aurais des séquelles toute ma vie. Et en plus, on m'enlève mon grade de major. J'ai pas trop compris. Mais bon, ça qui a motivé un petit peu mon départ après. Thierry Pruniaux, si je vous demande de terminer cette phrase, le 26 décembre 1994, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Je dirais... Le 26 décembre 1994, c'est le jour où le GIGN a gravé la plus belle page d'histoire. Merci beaucoup Thierry Pruniaux d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.